en disant que le pouvoir c'est une action collective. Maanaam ñun ñëpp ñooy d'accord ci loolu, c'est un consensus. Aujourd'hui ñu ngi dund benn crise démocratique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Mais de base en Afrique, chef militaire ak chef politique ñooy ànd di dem. Parce que bon, on sait que c'est dans la diplomatie que beaucoup de choses se jouent. Lan mooy problème bi pour man, c'est quel usage on en fait. Ok. Asalaamaaleykum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous. Donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Donc tey ñu ñoo ñëwaat aujourd'hui ci suñu podcast bu nga xamante ne Khidr moo ko mettre en place pour permettre aujourd'hui à la population sénégalaise, pour permettre aussi à la jeunesse ñu mën a am ay gis-gisu jeunesse bi, mën a am tamit ay gis-gis yu nga xamante ne sur plusieurs sujets qui pourront permettre yu nga xamante ne dina mën a permettre pour que ñu mën a am beneen vision, beneen en tout cas gis-gis par rapport ak li ñuy tàmm di gis si yeneen télé yi. Bon, comme on a l'habitude de dire en Occident, en fait on se veut aussi d'être ay benn média entre guillemets alternatif, qui pourra permettre en tout cas de faire passer des informations, mais aussi de faire passer aussi une certaine compréhension, que ça soit sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan spirituel, et j'en passe. Donc dans cette perspective-là, si leen aujourd'hui ñëw si benn sujet bu nga xamante ne sujet bu am solo la, et c'est un sujet géopolitique, et plus géopolitique sous-régional, qui parle de la montée en puissance des hommes entre guillemets en kaki, au niveau des États du Sahel. Donc par rapport à ce sujet-là, ñuy dalal fu mu toll nii Mouhamadou Bachir Diané nga xamante ne dinañu ci mën a wax lu bari, dinañu ci mën a xóotal lu bari, en tout cas mun ci joxe ay leeral yu bari, sachant que am na ci aussi benn xam-xam bu takku, mën nañu ci bu soobee suñu borom jox ñu ci ay leeral yu baree bare. Man nag du ma ko introduire, dinaa ko bàyyi mu introduire, wax moom mooy kan, wax aussi lan mooy, en tout cas daal mu introduire boppam daal, ngeen xam ko. Et puis xam naa bu soobee yàlla bii du nekk suñu bu njëkk lay nekk, waaye du nekk bu mujj ci podcast yi ñuy def ak moom. Et man boog xam naa ne bon soxlawul may présenté wu, ñëpp xam nañ ma, donc xanaa ma jàll ci moom rek. Mais balaa maa jàll ci moom, ma leen di ñaan rek ngeen def benn pouce, maanaam ngeen aimé vidéo bi ak suñu yeneen vidéo yëpp yu ñu defoon. Ba pare tamit ngeen bu leen fàtte di abonné wu, am na solo, parce que gis nañ ne ñu bëri ñu ngi seetaan suñu vidéo yi te duñu abonné wu. Donc ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu, ba pare tamit def ay commentaires, parce que ngeen soo leen abonné wee ngeen aimé ba pare def ay commentaires, dafay permettre à ce que YouTube mënuñoo yéegal par rapport ak situation géographique bu ñu nekk, maanaam pour ñu permettre visibilité bi gën a mag quoi. Donc ñu ngi leen koy ñaan encore. Et puis xam naa ñu commencé ci waxtaan bi rek bu soobee yàlla. Donc Mouhamadou Bachir Diané ñu ngi lay bàyyi nga introduire. Asalaamaaleykum, maa ngi nuyu ñëpp, di ziar ñëpp, di leen jaajëfal ci invitation bi. Je dis souvent que Khidr dafa doon loo xamante ne dafa nekk à l'intersection du religieux et du philosophique, comme j'ai l'habitude de dire. Dafay jóge ci l'allégorie de la caverne bu philosophie, et aujourd'hui bu ñu jëlee caverne, Kahf, Khidr, Khudar, donc je laisse tout le monde, chacun faire ses liens, parce que gindi moo leen soxal. Et donc dans cette logique là, comme Khudar avec Moussa, gindi moo ko soxaloon, comme l'allégorie de la caverne, gindi moo soxal ñi nekkoon ci biir caverne. Donc man la Diané Mouhamadou Bachir. Bon, j'ai pas l'habitude de me présenter de façon explicite, mais gëstukat la sur des questions de sciences politiques. Quand je dis sciences politiques, j'inclus relations internationales, j'inclus politique publique, j'inclus théorie politique, j'inclus sociologie politique. Je m'intéresse aussi si dynamique yi am si état wu Sahel yi, muy Mali, muy Burkina, muy Niger.
mais aussi si état côtier yi mooy Sénégal, Gabon, Togo ak Bénin ak Ghana, on va dire ça comme ça. Voilà, gëstukat laa si ces questions-là et puis voilà, donc je reste disposé à répondre à toutes les questions ñu waxtaan si loo xamante ne soxal na àdduna mooy la montée du pouvoir kaki dans les États du Sahel et que en espérant que li ñu ci wax yëpp dina jub et dina dimbali nit yi ñu atteindre objectifu esprit critique biñ leen di woo. jërëjëf sëñ Bachir effectivement comme ni mu ko waxee sujet boobu la ñu bëgg tey introduire te gëm naa ne bu soobee yàlla en tout cas comme ni mu ko tàmmee di defee mooy que ñuy échanger de manière vraiment délibérée et de manière très simple mu bañ a am ay protocole yu bëri pour que nit yi mun ci sentir seen bopp parce que d'habitude ay sujet la yu nga xamante ne doo ko gis sur les télévisions ay sujet la yu nga xamante ne tey dañoo foog ni wala dañoo yaakaar ni c'est-à-dire que il faut nga àgg benn niveau intellectuel bu extraordinaire pour mën ko comprendre man nag bon je me mets dans la peau d'une personne qui ne s'y connaît rien en gros aujourd'hui su may jëlaat sujet bi ñu ne la montée en puissance des hommes en kaki au niveau du Sahel qu'est-ce que ça veut dire certes am na lu ñuy junj am na lu muy junj certes mais qu'est-ce que ça veut dire lan mooy homme en kaki boo déggee ñu wax kaki wala pouvoir kaki wala moom en tout cas kaki mooy kuy sol yére bu mel ni suma bos yére bu mel ni suma bos bu nit yi di seetlu dañ koy gis souvent couleur bi dañ koy gis souvent chez les militaires en tout cas chez les gens de l'armée qui portent souvent des habits en couleur kaki que ce soit kaki bi que ce soit beneen kaki mooy bu xaw a nduroog beige donc mu doon kaki boo xamante ne militaires yi ñoo koy sol donc quand on dit kaki on entend par kaki militaire celui qui porte la tenue kaki et donc c'est des gens qui sont censés assurer la protection des personnes et de leurs biens en tout cas assurer aussi la protection du territoire national qui est un élément weberien de l'État on entend par élément weberien de l'État li nga xam ne moom mooy constituer État population la pouvoir politique la ak territoire donc armée dafa war a bokk ci ñi protéger le territoire national protéger l'économie nationale et protéger les personnes et leurs biens. Et donc il y a un auteur du nom de Samuel Huntington qu'on connaît le plus sous sa plume du choc des civilisations qui a écrit un livre ou un ouvrage sur le soldat et l'État et il théorise que dans les démocraties donc ci biir démocratie mooy régime yi nga xam ne ñun moom la ñu bokk militaire bi dafay am soumission par rapport ak politique bi maanaam militaire bi li politique bi digal moom lay def on le comprend naturellement dans l'art de la guerre en disant que le politique va définir les objectifs politiques de la guerre mais que le militaire en tout cas le militaire le plus haut gradé donc le général va définir la stratégie qui va permettre d'atteindre les objectifs politiques suñ ko tënkee ci wolof mooy politique bi mooy ni ñuy déggee politiciens yi ñun ci suñu dëkk politique mooy kuy jiite rek donc kiy jiite dëkk bi militaire moom mooy jox ordre militaire bi bu nekkee ci guerre la moom mooy ne militaire bi sama objectif maanaam lii laay mbébét et donc militaire bi moom ki ci gën a gradé mooy ki ci gën a kawe ci ay lijaasa wu ci ay grade moom mooy définir stratégie moom mooy fexe def nu mu fexee objectifu politique bi mu atteindre ko donc li ñu mën a tënk ci loolu mooy politique bi mooy kiy jiite moom mooy chefu militaire donc moo tax ñuy dégg ñu naan le président est le chef suprême des armées donc dans une démocratie normale pour Samuel Huntington dans le soldat et l'État le militaire doit être soumis aux politiques. je pense que leeral boobu amoon na solo parce que ku nekk tey amul même gis-gis wala du mun a comprendre tey suñu waxee homme en kaki day naan mais lan moo war nekk ci gannaaw lan mooy homme en kaki est-ce que dëkk yëpp seen militaires yi kaki la ñuy sol ainsi de suite donc ku nekk mën na bañ a am gis-gis bu mel noonu et je pense que leeral yi nii am na ci solo bu baax a baax pour rebondir même sur ce sujet-là damay contextualiser waat Sahel en fait ñu ngi gis ne
depuis maintenant 3 ans 4 ans dañoo commencé en fait di am ce qu'on appelle communément ay coup d'état et donc coup d'état yooyu noonu tey comme ni ñu ko waxee des hommes en kaki ñoo ko def c'est-à-dire des militaires parce qu'il faut aussi qu'on rappelle que le coup d'état n'est pas juste parce que militaire daf ko def dafa jël pouvoir bi moo tax ñu ne coup d'état le coup d'état est beaucoup plus général sur ce point-là même bëgg naa peut-être nga revenir ci nga wax ñu peut-être est-ce que réellement militaire rek bu jëlee pouvoir bi dañuy wax coup d'état wala est-ce que tey benn personne lambda daa bu ñëwee wala population bu ñëwee jëlee nit ci dëkk bi comme nu mu amee woon Sri Lanka ni ñu demee woon jëli nit ku diriger dëkk bi est-ce que loolu tey mën nañ ko def comme coup d'état parce que dañuy xool d'habitude nit yi dañuy wax loolu c'est-à-dire que day am benn militaire bu ñëw def dara rek ñu ne coup d'état la te tey même suñu nekkee tamit ci démocratie aussi en même temps da ngay gis ni nit ki dina def par rapport ak loi yi ak lépp loo xamante ne yaakaar naa ne mënees nañ ko tuddee coup d'état léegi nag ma ne nag yow lan nga ñu mën a indi leeral ci loolu bala ñuy dem sax ci démocratie bi may wax ñii léegi. donc coup d'état bëri na ay façon on va dire que bi gën a fës si suñuy dëkk yi nga xam ne si Afrique sowu jant lañ nekk mooy militaire buy jël pouvoir mais am na yeneen auteurs yoo xamante ne ils ont écrit par exemple un livre sur le coup d'état citoyen mooy nit boo xamante ne citoyen lambda la moom mooy yeewu ordre établi bi arrangé wu ko état bi ni muy dundee arrangé wu ko mu yeewu organisé wu par la radicalité organisé wu par ay yeneen moyens désobéissance civile et tout pour atteindre le pouvoir et en tout cas pour changer la donne. du ma la couper donc kon désobéissance civile est-ce que tey désobéissance civile mën nañ ko considérer comme un coup d'état wala benn conséquence désobéissance civile moo mën a indi coup d'état. désobéissance civile mën nañ ko bañ a considérer coup d'état parce que coup d'état dafa am but dafa am jeexintal maanaam ordre établi am na kii mooy jiite Mohamed mooy jiite par exemple tey ni Mohamed di jiite arrangé wu ma j'apporte un coup à l'État c'est-à-dire que je porte un coup à la tête de l'État pour enlever cette tête-là et la remplacer et donc aujourd'hui su fekkee Mohamed ni muy diriger man arrangé wu ma par des moyens quels qu'ils soient désobéissance civile mën na ci bokk mais par des moyens quels qu'ils soient je peux atteindre le pouvoir et le forcer à quitter le pouvoir et donc aujourd'hui boo xoolee Afrique ñi ëpp doole pour forcer ki nekk ci kaw pour mu wàcc ñi ko gën a jege la mooy les militaires mooy les officiers supérieurs on va le dire comme ça et donc le citoyen peut être dans une posture de coup d'état le militaire peut être dans une posture de coup d'état donc l'exemple du Sri Lanka bi nga jël est un exemple patent mais boo xoolee bu baax tout dépend du contexte bi ñu nekk ban kii la donc aujourd'hui le militaire a une place prépondérante dans la sécurité en Afrique donc le militaire est le mieux placé pour faire le coup d'état parce qu'il a la force militaire, il a les armes, il a la force du nombre parce qu'il a des hommes qui lui répondent et qui se soumettent à son autorité et donc qui vont aller daaneel tête bi ma lay wax mooy dal ci kaw état coup d'état dal ci kaw état on entend souvent ci ay lamb affaire yooyu ñoo dugal na ko coup donc coup d'état mooy ñu dugal coup état léegi nag kan la ñuy dugal coup mooy ki nekk ci kaw ñu effacer ko teg keneen on peut le faire par un processus démocratique mooy ñu yeewu am alternance et on peut le faire par un processus moins démocratique qui est l'utilisation des militaires moom lañ gën a gis fii Afrique. d'accord kon suñu xoolee daal bu baax ñu dëngu ko mooy que coup d'état benn citoyen lambda mën na ko def groupe citoyen lambda mën na ko def parti politique mën na ko def. Donc dépendre du juste ci benn armée wala du ci benn mais c'est parce que fii nii ñun fu ñu nekk nii contexte bi ñu nekk nii ci Afrique sowu jant militaires yi ñoo gën a am doole ñoo gën a am en tout cas matuwaay yi pour mun a def loolu noonu loolu kon am na solo je pense que leeral boobu am na ci solo léegi beneen affaire bi ma ne mooy sànq da nga doon wax ci démocratie pour man en fait c'est important suñuy wax ci sujet bii nii de parler aujourd'hui d'une crise de la démocratie parce que je trouve que
gis naa ne en tout cas te du man ke sama gis-gis kese ñu bëri gis nañ ko si ñoo xamante ne ñu ngi si géopolitique ñu ngi si relation internationale ak yeneen domaine yu niroog yooyu yoo xamante ne seen gëstu wane na que ne aujourd'hui ñu ngi dund benn crise démocratique au sein de l'Afrique de l'Ouest et yow nan nga gisee tey démocratie bu ñuy wax bu ñuy tudd bon tout en sachant que démocratie boobu ñun dañ ko importer nan la nekk di doxalee nii suñu dëkk lan moo indi lii nii yëpp mu am si lu ñu woowee sànq coup d'état est-ce que c'est par rapport à aujourd'hui politique yi maanaam c'est-à-dire nit yu nga xamante ne dañ leen fal par rapport à ce régime-là que l'on appelle la démocratie est-ce que ñoo andi conséquence lii nii wala est-ce que en fait bëgg pouvoir bëgg en fait jiite loolu moo indi tey nit yi nii dem ci kanam jël devant yi pour mun a indi loolu wala est-ce que tamit comme xam nañ ne ci Sahel bi dafa am benn mun naa ne guerre bu fa am bu nga xamante ne c'est contre le terrorisme wala est-ce que du loolu moo tax ñu ni dañuy jël pouvoir bi donc gëm loolu boo ci mën a indee benn leeral rek dina ci am solo bu baax a baax parce que dina tax ñu mën a tracer bu baax yoon bi ñu jëm. waaw kon nag dellu bi dina xaw a sori. maanaam dinañ reculer ci temps bi ba jamonoy ki ñuy wax benn gëstukat bi ñuy wax Platon boo xamante ne Platon ci biir benn ouvrage bi ñuy wax La République mu ngi doon définir république latin res publica maanaam li nga xam ne ñëpp ñoo ko moom mu ngi doon gëstu ci régime politique maanaam naka la ñu war a jiite dëkk naka la ñu war a jiite mbooloo et donc ñu bëri dañ ci réere mbir mais Platon n'était pas d'accord avec le processus démocratique ou en tout cas avec la démocratie parce que pour moom dafa doon jël ay njiit yoo xamante ne dañ leen di tànn ci ñu bëri maanaam dañuy ñëw rek tànn ci ñu bëri yëkkati benn nit donc li ñuy wax une posture élitiste et Platon était contre l'élitisme il était plus pour la démocratie pour la méritocratie mais était contre l'élitisme donc Platon dans son livre dans son 3e livre de la République nous dit que moom li ko gënal c'est une aristocratie du philosophe roi nu mu ko mën a waxee mooy nguuru gëstukat boo xamante ne set na ci bépp njuuj njaaj noonu laa ko mën a expliquer maanaam la théorie du philosophe roi mooy kiy jiite dafay mener une activité philosophique mooy maanaam dafay nekk koo xamante ne day gëstu ci xam-xam koo xamante ne dafay nekk un exemple de vertu koo xamante ne kenn du ko dégg ci bëri donc kooku moo war a jiite wala kiy jiite dafa war a mel noonu moom loolu mooy kii yow dans le livre 3 de la République donc suñu jógee foofu il y a beneen gëstukat bu ñuy wax Hannah Arendt boo xamante ne dafa doon wax ci les origines du totalitarisme totalitarisme mooy régime bi nga xam ne dañuy jël pouvoir yëpp centraliser ko ci kenn di utiliser li ñuy wax la violence donc Hannah Arendt même parle de cette démocratie représentative en 1951. On est en 2025. Donc les origines du totalitarisme, je pense qu'elle a écrit en 1951. C'est ça. Au lendemain de l'Union d'IPE, la guerre froide. Donc ça nous permet d'évoluer un peu. Donc la guerre froide intervient dans un conflit, après le conflit, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Donc guerre mondiale am na benn yoon. ñu ne yàlla bu mu amati mu amaat. bu mu amaatee nag dafa am ñaari puissance yoo xamante ne dañ doon jongante lañ ko mën a waaye loolu mooy guerre froide maanaam du ñu songante ñoom ñaar seen biir mais dañuy jongante donc c'était un système soviétique mooy waa Russie ak un système capitaliste mooy waa États-Unis donc ces deux systèmes là vont se faire une rude compétition entre 45 mooy guerre bi ba mu jeexee ba 90-91 mooy ba bloc soviétique bi di éclater donc au lendemain de cette guerre là tu auras un auteur du nom de Francis Fukuyama bu bind la fin de l'histoire pour dire que ñaar ñooñu seen xuloo jeex na et que Amérique moo gagné parce que bloc soviétique bi dafa tas donc Amérique moo gagné donc démocratie moo gagné donc Amérique moom la ñu jël comme l'exemple parfait de démocratie mais loolu dinañ si ñëwaat parce que je ne le pense pas mais dégg Amérique moo gagné
compétition bi donc Amérique mooy la démocratie est le système par excellence que tout le monde devrait s'approprier parce que noonu la dëkk bi war a noonu la àdduna war a doxe donc loolu moo indi démocratie di dem di law ñëw si les États occidentaux ñuy law ñëw ba ci ñun et ça part d'un héritage colonial on n'oublie pas que suñu dëkk yi ont été des pays qui ont été colonisés et que ils ont hérité de ce système su ma delluwaatee si Hannah Arendt bu muy wax si les origines du totalitarisme nee na moom ci boppam ci gëstuwam démocratie bi gën a law si àdduna mu ñuy wax la démocratie représentative moom mooy démocratie bi nga xam ne moom mooy conduire moom mooy yóbbu système yi pour que ñu nekk ay système totalitaire moom mooy yóbbu ay système pour que ñu nekk ay dictature lu tax parce que dañuy fexe ba population bi du mënati wax du mënati joxe ay xalaatam maanaam souvent on dit que la démocratie représentative est un modèle par excellence boo xamante ne ça permet au peuple de parler à ses dirigeants ce qui n'est pas vrai pour moi parce que c'est un système de démocratie plus ou moins indirect pour moi pourquoi parce que da ngay fal ay njiit yooyu di wax ak say njiit maanaam da ngay fal ay député mooy li ñuy wax député si ñun wala parlement feneen parlementaires yi ñoom ñooy contrôler l'action de l'État mooy l'action de l'exécutif mooy sa président mooy sa premier ministre donc léegi ñun bu ñu jógee foofu ba ñu hérité wee modèle boobu noonu parce qu'on a été colonisé par la France il ne faut pas l'oublier ba ñu hérité de ce modèle de démocratie là il y a un auteur du nom de Jean-François Bayard qui parle de l'État en Afrique en disant que et Bertrand Badi aussi qui parle de l'État importé en disant que ñun dañoo importer État comme ni ñuy importer ceeb comme ni ñuy importer dugub comme ni ñuy importer mboq dañoo importer État maanaam dañu jël État bi nga xam ne ki ñu coloniser moo ko defoon moo ko defar ak nu mu mel ak contexte bi ñu ko fekk contexte de la 5e République 1958 général de Gaulle hyper présidentialisme ñu jël ko rek ne ko ci pëy ci suñu zone yi et donc nu ñuy def greffe bi day jàpp wala du jàpp soo doon greffe garab day jàpp wala du jàpp et donc comme ñoom nu ñu mel bokkut ak ñun nu ñu mel sociologiquement anthropologiquement gis-gis bi du doon benn donc démocratie boo importé du nduroog démocratie boo créé donc je pense que la problématique principale de nos États c'est que démocratie bi ñu jëlee greffe bi jàppul donc de grands auteurs même occidentaux vont dire que la greffe n'a pas pris donc jàppul donc greffe bi bu jàppul rek dafay indi état bu fragile loolu moo ñuy permettre nag ñu ñëwaat ci sujet bi en disant que état bi en Afrique dafay fragile parce que c'est un état importé de tout ce qu'on a dit avant mooy guerre froide victoire de la démocratie sur le communisme influence de la démocratie sur les autres pays yooyu noonu yëpp histoire boobu noonu yëpp moo indi ñun ñu importer état boobu état bi fragile parce que dëgërul greffe bu jàppul du dëgër te bu dëgërul rek état bi du mën a régler problématique u nit yi parce que dafa am état bu mu importé boo xam te ne du bosam wala boog mën na nekk bosam si kaw mu revoir yu bëri si kaw mu revoir contexte politique am si kaw mu revoir contexte sécuritaire am si kaw mu revoir contexte général am voilà bon yoon bi guddoon na mais ci loolu noonu laa bëggoon ñu egsi mooy que état bi ñu importé dafa fragile maanaam dëgërul maturagul donc boo xoolee bu baax suñuy dëkk yi 1960 lañuy am indépendance donc état bi dëgëragul et noonu lañ ko mën a comprendre donc dans les états du Sahel il y a la fragilité de l'état et la fragilité de l'état va conduire à des problématiques sécuritaires peut-être qu'on va y arriver donc parfaitement comme li nga wax nii je pense que li nga wax leer na nañ rappel historique bi ñu ci def pour man am na ci solo trop lu tax nga jël ay références mu nekk ay références entre guillemets occidentales c'est parce que foofu la affaire bi sokkee ko nekkul ni ñun dañoo coloniser ci xel parce que ñun loolu dañ koy xeex mais c'est parce que en fait foofu la sokkee ko moo tax nga jugee de la 5e c'est-à-dire de la République du livre 3e livre de la République de Platon ba dem en fait ñëw ci Hannah Arendt
et je pense que même après tamit il y a eu aussi Simone Veil tamit wax na ci lu bëri mais moom mu jëlee ko aussi sur une perspective des partis politiques donc je pense que leer boobu yëpp en tout cas am na ci solo pour que tey ñu mën a dugg tey ci cëppaandaw bi donc dañoo am habitude tey jël leen pouvoir bi les hommes en kaki comme ni ñu ko waxee militaires yi jël leen pouvoir bi saa yu jëlee pouvoir bi nit ñi dañuy tiit dañuy ragal est-ce que tey jar na tiit jar na ragal si jëlu pouvoiru en fait militaires yooyu je m'explique dans la mesure où man sama gis-gis ak li ma ci xam lu tuuti militaires yi d'habitude ils sont plus formés même intellectuellement que les civils donc est-ce que nekk na lu nga xamante ne lu extraordinaire la lu garaaw la lu war a tax ba nit yi c'est-à-dire di ragal di tiit par rapport à loolu noonu wala c'est aussi juste parce que il y a eu une ingérence bu nga xamante ne venant aussi de l'extérieur qui avec ay médias wam yi tu comprends ñoom ñoo ñuy entre guillemets jox benn perspective de vision par rapport à ça. léegi nag ça va nous permettre de revenir sur une littérature plus ou moins africaine de la lecture li ma koy gisee mooy en Afrique la dimension du chef politique militaire est très traditionnelle c'est-à-dire que boo jëlee empire Soundiata Keita était un chef militaire mais aussi était un chef politique su ma jëlee ki mi doon xeexal d'ailleurs Soumaoro Kanté était un chef politique mais aussi un chef militaire si on revient à Thierno Souleymane Baal était un chef militaire qui n'a pas accepté en tout cas de prendre les fonctions politiques mais en Afrique boo xoolee bu baax la dimension du chef militaire et du chef politique est souvent dañ leen di boole maanaam kiy jiite mooy kiy jiite xeex boo xoolee Lat Joor mooy jiite Kayoor mooy xeex boo xoolee Maba Jaxu mooy jiite mooy xeex boo xoolee Alburi mooy jiite mooy xeex boo xoolee keneen ak keneen ñoom ñooy jiite mais ñoom ñooy xeex donc cette dimension sociologique boobu noonu ni état entre guillemets meloon en tout cas ni action politique meloon si suñuy dëkk dafa am changement ba ñu jugee si suñuy régime pré-coloniaux avant colonisation à suñuy régime après colonisation donc état bi ñuy importé nag baaxeewul di gis militaire di jiite maanaam ñoom dañuy dissocier le chef militaire du chef politique pourtant avant ñoom tamit le chef militaire le chef politique étaient confondus mais ñun dans notre évolution en important cet état-là on a appris à faire la dissociation entre le chef politique et le chef militaire parce qu'on dit que kii xeex warul bokk li muy def ak kii def politique noonu lañ koy gisee donc c'est une tradition boo xamante ne on l'a importé mais de base en Afrique chef militaire ak chef politique ñooy ànd di dem loolu moo tax léegi nag loolu mooy indi parce que loo tàmmul di gis rek dalay jommal te loo jommal tiital donc loo tàmmul di gis bu la jommalee mooy tàmmoo di gis militaire bu nekk président buy jiite soo ko tàmmul di gis rek dalay jaaxal loolu moo tax ñu naan coup dafay doon luy bette coup dafay doon luy gaañ donc loolu moo tax ñu naan coup donc militaire boo xam te ne jóg na ñëw jël le pouvoir il faut prendre en compte cet élément là parce que souvent dañuy naan c'est des gens violents doo xoolee bu baax je reviens à Hannah Arendt ci benn ouvrage buy commencer du mensonge à la je ne sais plus du mensonge à la violence je pense muy expliquer pouvoir violence ak autorité pouvoir pour moom tey boo ñëwee ci nit yi dañ leen naan non le pouvoir mooy d'habitude définition bi ñuy gën a jàpp mooy définition bu ko ñuy wax Robert Dahl mooy Bachir wala Mohamed pouvoir bi mu am ci defloo Bachir loo xamante ne Bachir naru ko woon def sans Mohamed pourtant Hannah Arendt le voit autrement en disant que le pouvoir c'est une action collective maanaam
ñun ñëpp ñooy d'accord ci loolu c'est un consensus c'est une action collective c'est un truc qui c'est une action collective qui est basée sur de la confiance et bu confiance boobu dañee rek dañuy dem ci violence donc il y a cette image là qui est projetée du militaire qui fait la guerre qui tue des hommes donc qui est violent mais qui le fait pour l'intérêt supérieur de la nation mais cette image là moom mooy indi bu ñu yeewoo rek ñu ne coup d'état am na kii mooy jiite tey ñëpp dañuy jommi parce que ni militaire di jiite du ni civil di jiite on sait ce qui se passe dans les casernes et noonu la war a demee kii mooy jiite li mu wax loolu la mais tey boo ñëwee dans le civil bi tàmm ko xamu ko maanaam xamul jaaral nii mu jaar nii loolu moo sax indi li Weber di wax le monopole de la violence physique légitime et ça passe par takk der yi ñu koy woowee ñoom ñooy gis nit manifester ñu dal ci kawam ñoom ñooy gis état jox ko pouvoir dal ci kawam dóor ko gaz lacrymogène tëj ko kaso donc loolu moom moo ko jox donc loolu moo tax image boobu noonu image violence physique légitime bi militaire bi am wala bi takk der bi am àndul ak vision bi ñu tàmm di am ci état ci njiit d'accord donc su ma xoolee bu baax lépp question de gis-gis la perception ak aussi question de perception effectivement question de gis-gis la mais aussi en même temps am na ci benn aspect anthropologique boo xamante ne jeune dafa am lu ma bëggoon rajouter waaw dafa am beneen problématique mooy comme état occidentaux yi tàmmuñu di ko gis dafay indi ñoom it ñu ciy wax lu ne loolu mooy indi par exemple dans plusieurs régimes da nga yeewu ñu ne la tëj nañ RFI Mali wala nga yow ñu ne tëj nañ RFI France wala tere nañ RFI France 24 mu nekk Mali wala tere nañ France 24 muy jouer dans les médias que ce soit au Mali au Burkina ou au Niger parce que médias yooyu tamit miinuñu ko lu ñu miinul nag ñoom tamit dañuy jàpp ne c'est pas normal bon d'ailleurs les questions de normes on va revenir peut-être sur ça mais ñoom lu ñu tàmmul gis rek dañ koy étiqueter dañ koy tappal dañ koy coller motif maanaam dañ koy tappal beneen image en disant que ok ñii jël nañ les armes y a plus de liberté y a plus de démocratie parce que ñoom loolu mooy seen gis-gis loolu mooy seen gis donc médias occidentaux yooyu noonu dañuy engager ce qu'on appelle une guerre informationnelle une guerre de narratif mooy ni ngay nettaliwee li xew rek loolu la ñuy woowee narratif li xew nii la ko population bi di nettaliwee nii la ko médias yi di nettaliwee médias occidentaux yi mooy yi ñuy tàmm di tëj rek ci biir kii maanaam dañ leen di interdire ñuy diffuser ci biir territoire bi c'est ay RFI ay France 24 ay TV5 et souvent dañuy am ay problèmes entre ñoom ak dirigeants wu état yooyu pourquoi parce que ni ñuy traiter information bi arrangé wul wala bokk neexul les dirigeants qui sont en place loolu moo ci am solo cependant am na benn sew bu ñuy fàtte maanaam ku si nekk da ngay communiquer maanaam dirigeant bi nga xam ne il a accédé au pouvoir par un coup d'état day communiquer média bi nga xam ne accession au pouvoir boobu noonu arrangé wul dëkkam wala bokk neexu ko wala boog àndul ak gis-gisam dafay communiquer donc peut-être que sax parfois problème dina am ci dëkk yooyu noonu mais dirigeants yi comme dans tout régime politique comme dans toute stratégie politique vont faire le choix que loolu bañ a génn parce que loolu dafay am ci yenn dëkk yi mu am ay manifestations ñu bloqué manifestation par exemple le général Assimi Goïta a arrêter toutes les activités politiques au Mali ce que je ne trouve pas normal pour moi donc activité politique dafa war a am ci dëkk même si c'est un militaire qui est au pouvoir activité politique dafa war a am ci dëkk les partis politiques dañoo am droit à se réunir les partis politiques dañu am droit à ce que su fekkee militaire bi li muy def c'est pas normal pour ñoom ñu défendre ne amul mais c'est cette partie là naturellement est occultée par ces régimes là moo tax ma ne dafay am sew parce que gars suñuy accéder au pouvoir ñëpp dañuy ànd ak ñoom mais li normal ci biir dëkk boo xam te ne dafa tàmm ni muy dundee c'est que arrivé à un niveau dëkk bi parfois du d'accord ak dirigeant te bu d'accord ak dirigeant bi dafa am nu muy réagir mais l'erreur qu'il y a par contre par rapport à ces dirigeants là qui sont au pouvoir et qui sont des militaires c'est que ils tombent dans le piège
de ceux qui ont été là. Madame, ils vont bloquer des médias, ils vont bloquer la liberté de faire des actions politiques, ils vont bloquer la liberté de faire des manifestations, ils vont, par exemple, récemment, il a dit que le président Assimi Goïta a fait, bon, c'est pas lui, mais par conseil des ministres, par vote de projet de loi et tout, est arrivé au niveau où, pour créer parti, il faut que 250, il faut que def caution 250 millions. Ku bëgg participer à l'élection, il faut que def 100 millions de caution. D'accord, c'est pour assainir la scène politique, mais ça donne dafay jox médias yeneen yi ay argument pour que ñu mën leen coller motif, pour que ñu mën a ne ñii c'est des dictateurs, ñii c'est des donc pour moi le militaire qui est au pouvoir ou qui a accédé au pouvoir doit passer par un processus de légitimation de son pouvoir. Pourquoi? Parce que ni mu eggee binduñu ko ci benn texte, c'est pas légal. Parfaitement. Bon, donc il doit passer par un processus de légalisation, je me corrige, un processus de légalisation de son pouvoir. Donc c'est légitime, c'est pas légal. Donc ñëpp ànd nañ ci, mais nekkul ci texte. Léegi l'objectif c'est que mu nekk ci texte, mais aussi l'objectif mooy que kenn bañ ko sentir. Je prends toujours l'exemple le plus pour moi l'exemple le plus abouti hein, dans un coup d'état am ki nekkoon putschiste bi dirigé, c'est l'exemple de Brice Oligui Nguema. Il a accédé au pouvoir par les armes, mais il est passé par un processus électoral pour être légal et légitime sur la scène internationale et donc pour parler à tous les États du monde. Il a à un moment suspendu son statut de militaire pour se présenter à des élections qu'il a gagnées haut la main. Pourquoi? Parce qu'il était légitime en ce temps. Donc dans une stratégie très politique, très fine, très straight to the point, il fait quoi? Il prend le pouvoir par les armes, il mène une transition qui a duré 2 ans, je pense, 1 an ou 2 ans, et au-delà de ces 2 ans-là, il sait que sa légitimité est encore soutenable et encore à un point extraordinaire. Il organise ses élections, il va aux élections, il les gagne haut la main au premier tour et il dirige. Je pense que c'est ce switch-là qu'il faut que, par exemple, ces États, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, arrivent à faire. Cependant, on voit souvent qu'il y a des problématiques de volonté sur ces points-là qui pourraient rappeler les anciens dirigeants. Et donc, c'est un piège dans lequel moi j'interpelle ces dirigeants-là pour qu'ils ne tombent pas, dans ces pièges-là, parce que il faut laisser les partis politiques s'exprimer et se défendre face aux partis politiques. C'est tout à fait normal. Donc, la scène politique n'est pas la caserne. C'est pas, moi je fais ça, tout le monde le fait. Non, d'accord. Il y a un certain engouement populaire, certes. Mais pour garder cet engouement populaire, il faut passer par des processus de légalisation qui permettent aux dirigeants de gérer, de gouverner sans aucun problème, de passer d'un régime à un autre sans aucun problème. Ok. Non, je pense que ça a été très clair et très instructif sur toute la longueur, hein, afin d'expliquer en tout cas cette dichotomie entre en tout cas démocratie et coup d'État. Et donc je pense que il est aussi important de rappeler que dëkk yooyu noonu tey lu tax ñu àgg ci niveau bii nii en termes de coup d'État, mis à part les anciens politique, mis à part les anciens régimes, il y a aussi buñ ko fàtte te dañ koy fàtte mooy ce qui s'est passé en Libye, ba après mu jur terrorisme bii nii yëpp. Donc je pense que loolu noonu tey yow nan nga gisee gis-gis boobu noonu sur, c'est-à-dire que je dirais cet effondrement là du régime libyen, du colonel Kadhafi, ba après mu jur li nii yëpp am par rapport au terrorisme, parce que tamit ñu wax xoote de tamit c'est difficile gars yi luñ doon dund en termes sur le plan en tout cas ci terrorisme, parce que bon on voyait en tout cas des preuves pertinentes yi nga xamante ne qui montraient l'ingérence de la France et de certaines puissances. Donc mun naa ne tey Afrique de l'Ouest wala mun naa ne Afrique rek, bon comme on parle d'Afrique de l'Ouest, théâtre d'influence la pour en fait comment on appelle ça encore, pour les États occidentaux. Donc yow tey, c'est-à-dire que suñ ko jëlee sur le plan historique, sur le plan géopolitique ak lépp et tout, cette chute là ba mu indi tey
terrorisme bii nii et surtout au nord du Mali ban conséquence la am mis à part les hommes politiques mis à part ceux de le régime qui était en place ban conséquence tey la am sur ñoom seen accession au pouvoir militaire yi mais aussi en même temps sur aujourd'hui tey ñun ni ñu doxalee parce que ñi ngi gis ne de part et d'autre que ay Ukraine sax ñi ngi dem ba dugg ci affaire bi est-ce que nekkul commencé nekk tamit en fait benn importation d'une c'est-à-dire que d'une guerre entre guillemets bu nga xamante ne mi ngi am entre Russie ak Ukraine parce que ñu ngi gis tamit la montée en puissance en fait de la Russie par rapport en tout cas comme partenaire fiable par rapport à ces trois pays. Il y a merci pour la question parce que c'est des éléments qu'on oublie dafa am ay yuy xew yu ñuy fàtte yoo xamante ne day expliquer luy xew léegi li ma bëgg wax mooy terrorisme bi ñuy wax bi am dans le Sahel dafa am fu mu jóge wala dafa am ay soubassement te ci cause ami la chute de Muammar Kadhafi en fait partie la chute de Muammar Kadhafi au lendemain des printemps arabes 2011 donc le régime de Kadhafi chute et on est dans une population qui est relativement réduite avec une importante quantité d'armes en circulation. J'ai oublié le nombre, mais je pense qu'il y avait plus de 20 millions d'armes en circulation, alors que Libyens, je pense, matuñu sax xaaj. Et donc, il y a toute cette circulation d'armes. La Libye qui est frontalière au Mali, au nord du Mali, avec des problématiques qui sont souvent ethniques, avec les Touaregs, avec l'Azawad, et se propage, en fait, cette circulation des armes va se propager vers le nord Mali. Et donc, tu auras une contagion de la problématique. Madame, affaire bi day jóge Libye, laal Mali, la frontière entre le Mali et le Burkina se trouve boy xool entre les régions de Ségou et de Mopti. Donc, Ségou et Mopti, aujourd'hui, sont les épicentres du terrorisme au Mali. Foofu moo gën a tàng bopp suñ koy wax ci wolof moo gën a tàng ci terrorisme au Mali. Donc, le nord Mali qui est frontalier à la région de Kidal, on va dire ça comme ça. Et cette région-là forme aujourd'hui ce que le FLA appelle l'Azawad. Dañuy dagg Mali ci digg bi, mais zone boobu noonu Azawad moo ko moom. Donc il y a cette dissension-là, peut-être qu'on y reviendra, mais cette problématique sécuritaire-là, aujourd'hui Mopti ak Ségou ñoom ñooy l'épicentre du terrorisme au Mali. Foofu moo bokk bu ñuy wax ci wolof foofu moo gën a tàng ci terrorisme bu ñuy wax ci Mali. te partie boobu ñaari dëkk yooyu noonu ñaari région yooyu noonu sont directement frontalières avec le nord du Burkina. Et le nord du Burkina moo am souvent da koy dégg les attaques à Djibo moo am les régions du Sahel on temps am na découpage administratif bu bees mooy am les régions du nord du Sahel du centre nord. On se rappelle aussi qu'au Burkina il y a eu par exemple une attaque à Barça-Logo dans le centre nord très proche de la frontière avec le Mali boo xamante ni il y a eu des centaines de morts. On l'a vu. Et donc, propagation, moi, du Sahel centre-nord, moi, vers l'est du Burkina. Donc, l'est du Burkina, la région de l'est, la région du centre-est, bien ramené, moi, nek en frontalière au Niger. Les moments nek frontalière au Niger, moi, les régions de Tillabéri, Dosso, genre. Donc, nous nek en parfaite continuité. Donc tu as toute cette bande là qui fait que maanaam terrorisme bi jóge na Libye circulation arme am na groupe terroriste yi commencé nañ dugg épicentre bi jël nañ ko jóge nañ ci épicentre boobu jëm nañ ci nord Burkina jóge nañ ci nord Burkina dem nañ ci l'ouest du Niger. Donc partie yooyu noonu yëpp soo xoolee bu baax c'est les zones les plus chaudes aujourd'hui en matière de terrorisme genre. Juste pour rappel, ces 3 dernières années là le Burkina, selon le Global Terrorism Index, est le premier pays le plus touché par le terrorisme au monde. Et ci biir top 10 boobu noonu Burkina, Mali ak Niger génn guñu ci depuis 2 ans ou 3 ans. Tey bu ñuy vérifier, je pense que le Burkina est premier, le Mali est 4e et le Niger est 5e.
Donc, même Niger, le Niger est passé de la 10e place à la 5e place. Donc, le Niger est monté dans le classement. Le Mali est passé de la 2e à la 4e place. Et le Burkina garde sa place de leader, ce qui est très complexe. Lolo moy indi, donc, surtout Kadhafi, propagation bi, sur la carte, normalement, moy indi, terrorisme di am doole. di jël plus d'ampleur et arrivé à un moment li tax sax aujourd'hui ce sont les militaires qui prennent le pouvoir, c'est que ce sont les militaires qui sont confrontés à cette situation. Ce sont les militaires qu'on attaque, ce sont les militaires qui sont confrontés à l'honneur de protéger une population, mais justement ils n'y arrivent pas parce que le terrorisme prend de l'ampleur et que les États autant ne prenaient pas les décisions pour faire face à la dynamique sécuritaire. Loolu moo indi aussi seen xuloo ak CEDEAO, mais aujourd'hui li am solo mooy problématique terroriste boobu noonu, ça aussi c'est pour challenger aujourd'hui ces États-là qui sont en tête. Elle n'est toujours pas résolue, malheureusement. Elle n'est toujours pas résolue malgré le fait qu'ils soient au pouvoir. Ñoom ñoo nekk au pouvoir, mais tey jii terrorisme tey la gën a fekk baax si ces pays-là, parce que li ma la expliqué ci biir régime mu Ibrahim Traoré la am. Burkina nekk premier dans le classement. Mali nekk 4e dans le classement. Niger jóge 10e ba muy nekk sous Bazoum, nekk 5e sous Tchad. Donc ça c'est des défis auxquels ñoom li taxoon ñu ñëw dañ ko war a régler. Maanaam ok d'accord, il y a des influences occidentales, ok il y a les trucs ay influence ba Ukraine di ci dugg par exemple au nord du Mali avec le FLA autant, mais il y a un véritable défi sécuritaire ba xam te ne ñoom ñoo ko war a relever. Et souvent ce qui me fait un peu mal, c'est que dañuy utiliser loolu pour rester au pouvoir. Et donc pour rester au pouvoir aussi il faut prendre en compte ces éléments-là, genre terrorisme tey la gën a fekk baax Mali, tey la gën a fekk baax Burkina, tey la gën a fekk baax Niger. Et aujourd'hui li gën a graaw mooy les terroristes prennent des actions offensives, dañuy dem song militaires yi nekk Niger, militaires yi nekk Burkina, militaires yi nekk Mali, di jël seeni base des ci seeni base jël seeni armes te loolu di leen yokk doole parce que dañuy génnaat attaquer waat expansion. Donc ça aussi c'est un défi que j'appelle les États du Sahel à relever, parce que défi boobu noonu moo taxoon ñu ñëw au pouvoir. C'est ça qui explique d'ailleurs leur arrivée au pouvoir. Pourquoi? Parce que la dimension sécuritaire n'était pas prise en compte. J'ai entendu l'ancien premier ministre là, Choguel Maïga, dire que le colonel Goïta faisait partie, autant colonel, aujourd'hui général, faisait partie des troupes qui étaient arrivées aux portes de Kidal, ba ñuy reconquérir Kidal. Ñu ne leen dellu leen. Les Français leur ont dit retournez chez vous. On est chez vous, mais retournez aux bases, parce que Kidal est géré par les Français. Et donc ça aussi c'est un motif de frustration, parce que la sécurité elle doit se gérer de façon souveraine. Et cette ingérence-là, que ce soit autant les forces Barkhane, soit la France, autant qui a été dépêché par Jean-Yves Le Drian, autant ministre de la Défense, souvent on le dit, et ils le disent même les dirigeants maliens. Aujourd'hui, le premier ministre qui était autant colonel Abdoulaye Maïga l'a fait à la tribune des Nations Unies en disant que la France les a lâchés en plein vol. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient. Et on a vu le défilé de la France il n'y a pas longtemps. Si les moyens qu'ils ont n'ont pas permis de battre le terrorisme, je ne sais pas ce qui va permettre de battre le terrorisme. Donc il y a aussi une problématique qu'il faut soulever, parce que les moyens de la France auraient permis de vaincre le terrorisme avec les opérations, que ce soit Barkhane, que ce soit Serval. Les moyens de l'Union européenne auraient pu permettre de vaincre le terrorisme. En ce temps-là, ils n'étaient pas aussi développés. Et donc ça aussi, ça pose la problématique qu'il y a entre ces deux blocs-là, qui est la France et les États du Sahel, qui sont contre ces États occidentaux, qui n'ont pas pris les moyens qu'ils ont. On a vu le défilé de la France encore une fois. Ils ont les moyens de faire face au terrorisme, mais ils ne l'ont pas fait comme ils le voulaient. Et donc aujourd'hui, il faut compter sur des armes essentiellement africaines pour battre ce fléau-là. Et même je suis pas d'accord avec la présence, que ce soit Wagner autant Africa Corps aujourd'hui. Non, on a des doctrines militaires qui sont différentes, on a
des stratégies militaires qui sont différentes. On est confronté à des problématiques qui sont très différentes. Aujourd'hui, les armées africaines doivent être en mesure de faire front commun contre le terrorisme, parce que si on ne le fait pas, son expansion va toucher d'autres États. Le Bénin est touché, le Togo est touché dans le nord, le Sénégal est menacé à l'est. Donc, est-ce que les États africains vont prendre les responsabilités face à cette problématique-là? Gros point d'interrogation. Non, c'est intéressant. Je pense qu'on va même après terminer sur ça, sur la souveraineté militaire, parce que pour moi, il est hyper important. Li ma gëm mooy que souveraineté nit mënu ko am tant que en tout cas bokk dëkk mënu ko am tant que gérewul armée am, tant que amul une armée forte. Pour moi, c'est hyper important. Je voulais juste rebondir sur en fait que tu essaies de nous expliquer de manière brève, synthétique en fait. Aujourd'hui, la situation géopolitique, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par rapport déjà à la position déjà à leur position, les États du Sahel là, concernant ou ayant un lien avec leur sortie au niveau de la CEDEAO et avec la signature du traité de Liptavo Puruma. Et je pense qu'il y a quand même un rabat, en tout cas des cartes, au niveau de la sous-région, leur concernant. Donc, quelles ont été aujourd'hui les conséquences de ce rabattage entre guillemets des cartes? On voit en fait que le Togo a utilisé, ou bien je dirais a bien utilisé cette position-là afin de se revoir sur le plan géopolitique, parce qu'aujourd'hui Togo mi ngi habilité ay sommets yu bari, et puis aussi ubbi na tamit pooram pour dëkk yooyu noonu. Donc toute cette dimension-là, tout en sachant que tey Sénégal gis nañ tey ce qu'il a perdu par rapport au Mali concernant en fait échange mu doon am ak lépp et tout. Donc en gros en fait toute cette physionomie-là nu mu changé tey, quelles sont aujourd'hui les conséquences, ak aussi en même temps quelles sont les perspectives yow yi nga gis par rapport à ça. Et surtout j'aimerais vraiment le terminer sur la position du Sénégal bu mu war a am par rapport à ces pays-là, sachant que quoi qu'on puisse dire, ce sont des pays frères. Donc je pense que sur ce point-là aussi dinañ remonter waat tuuti ci temps bi, parce que ba coow li éclaté très souvent sur tous les communiqués, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, la CEDEAO était pointée du doigt. Pourquoi? Parce que pour eux, la CEDEAO ne prenait pas les décisions qui pourraient permettre à ces pays de garantir leur sécurité. On sait que la CEDEAO est un organisme économique. Cependant, on est d'accord que s'il n'y a pas de sécurité, l'économie ne marche pas. Et vice-versa, s'il n'y a pas d'économie forte, la sécurité ne peut pas marcher. Donc, la CEDEAO est pointée du doigt par les États du Sahel. Bien que la CEDEAO prenne des décisions, moi j'ai eu une discussion avec un officier supérieur qui me l'a dit. La CEDEAO a pris plein de décisions qui allaient vers ce sens-là. Par exemple, les premières missions de maintien de paix ont été des missions de la CEDEAO avec la MISMA, je pense, puis l'Union africaine, avant que la MISMA n'arrive. Donc, il y a eu aussi des efforts que la CEDEAO a fait à la hauteur de ses moyens, naturellement. Cependant, les États du Sahel n'étaient pas forcément d'accord avec l'implication de la CEDEAO en faisant allusion au fait qu'ils sont instrumentalisés par la France. Donc, on dit que souvent, CEDEAO, waa France ñoo leen di jiite, donc ñoom loolu lañ leen di attaqué. Loolu noonu c'est un premier point. Beneen point bi mooy ces États-là, avant de sortir de la CEDEAO, sont sortis du G5 Sahel. Parfaitement. G5 Sahel benn organisation la woon boo xamante ne moom moo doon gérer tout ce qui est sécuritaire, qui était une organisation aussi bien pensée dans l'objectif, parce que ça permettait, par exemple, au Mali et au Burkina de pourchasser les terroristes jusqu'à 100 kilomètres au-delà de leurs frontières. C'est-à-dire, su ma doon topp un groupe terroriste di ko topp ba mu egg sama frontière, aw ma droit dugg frontière Burkina, les statuts du G5 Sahel permettaient que le Malien aille jusqu'à 100 kilomètres au-delà des frontières burkinabé.
pour traquer les terroristes et vice-versa. Donc, c'était une organisation qui était intéressante dans l'esprit. Après, dans l'action, peut-être on aura des avis divergents, mais dans l'esprit, c'était une organisation intéressante. Donc, sur cette base-là aussi, ils ont quitté la CEDEAO vers dans la même logique, quoi. Mais dans la même logique, ce qui est intéressant, c'est que dans la même logique, ils ont formé une alliance alternative en disant que puisque ces gens ne prennent pas en compte, soit la CEDEAO, soit le G5, ne prennent pas en compte nos réalités, on va se retrouver entre nous, personnes qui avons les mêmes réalités, pour former d'abord une alliance des États du Sahel, puis un an après une confédération. Avec tout ce qu'on connaît en matière de sécurité, en matière de diplomatie, toutes les positions qu'ils ont et qui sont communes à eux. À tous ces États-là. Donc, ça aussi, c'est une problématique qu'il faut soulever parce que il semblerait que des mel lui concurrencer CEDEAO, que ce soit sur tous les points, des mel lui koy concurrencer pour montrer que am na beneen modèle boo xamante ne moo gën a intéressant moo gën a c'est un modèle alternatif boo xamante ne dina gérer les questions de sécurité et ils se disent ouverts à tout le monde ku bëgg a bokk mën nga bokk. Donc c'est une certaine concurrence vis-à-vis de la CEDEAO qu'ils assument pleinement. On aura tous les avis qu'on veut sur cette question-là, mais ils ont décidé, comme ils le disent très souvent, de prendre leur destin en main. Mais souvent, on aura aussi ces critiques-là qui vont dire que c'est une confédération d'États dictatoriaux, des choses de ce genre. Mais li may wax rek mooy man je vais toujours questionner l'objectif, je vais toujours questionner les actions et ils font à la hauteur de leurs moyens également. Ils font à la hauteur de leurs moyens. J'ai oublié la deuxième question. C'est plus en fait aujourd'hui concernant le Togo, c'est-à-dire le Togo et le Sénégal, sachant que le Sénégal avait une certaine influence sur ces pays-là par rapport à son port, et on sait que quoi qu'il en soit, le Sénégal a perdu aujourd'hui cette place-là au profit du Togo et éventuellement de la Côte d'Ivoire, mais on sait que la Côte d'Ivoire le Togo du moins a beaucoup gagné sur ça et est devenu, je dirais, une place géopolitique pour ces pays-là et même de la sous-région. C'est un jeu politique, c'est un jeu géopolitique qui s'invite à ce conflit ou à cette conjoncture. Maanaam ni mu mel ni dëkk yi bindoo moo koy expliquer moo ko mën a leeral pour lan parce que Sénégal moom moo gën a sori ci océan Atlantique ci dëkk yi nekk Afrique yëpp moo ci gën a xóot moo ci gën a sori. On dit souvent même que le Sénégal est une presqu'île, donc elle est la façade avec l'Atlantique. Et donc aujourd'hui tous les États qui n'ont pas accès à un port vont utiliser le Sénégal comme port. Et donc géopolitiquement le Sénégal peut se positionner comme une puissance qui va permettre aux autres États, quel que soit leur régime, d'utiliser le port de Dakar et de devenir ce qu'ils appellent un hub régional en matière de commerce. Et c'est ce que le Togo a compris. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dissensions entre le Mali et le Sénégal en un temps, et qui se sont fait sentir justement économiquement au Sénégal au moment où il y a eu les sanctions de la CEDEAO. Ils se sont fait sentir économiquement au Sénégal. Et donc le Sénégal doit, pour moi, prendre cette posture-là de leadership. C'est pas le pays le plus riche, d'accord, mais c'est un pays qui a un leadership naturel qu'il doit faire valoir dans les pays de la sous-région. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris le président Bassirou Diomaye Faye comme médiateur sur ces questions-là. C'est pas pour rien qu'il a nommé Abdoulaye Bathily comme représentant sur ces questions-là. Donc le Sénégal a une posture à l'international diplomatiquement. Le Sénégal a une posture qu'il faut qu'il défende et qui doit servir ses intérêts économiques. Ce que le Togo a compris, qui est frontalier au Burkina, on le verra, et qui offre sa façade maritime au Burkina, parce que c'est un état du golfe de Guinée. C'est un état côtier qui va permettre au Burkina, au Mali, au Niger, par des discussions, par des compositions économiques, d'utiliser le port du Togo. Et ça permet à ce port-là d'être très actif. Ça permet à ce port-là de ramener beaucoup de capitaux dans le pays. Et pour moi, le Sénégal aussi doit être dans cette posture-là de leadership, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit même en Afrique, pour pouvoir permettre à tous ces pays-là d'utiliser le port. Regardez, il y a aussi cette concurrence avec le Maroc.
Le Maroc a proposé à ces pays-là d'utiliser son port. Et le port du Maroc est l'un des ports les plus aboutis en Afrique de l'Ouest. Et donc, pourquoi le Maroc, qui a compris cet enjeu, qui est loin d'ailleurs de ces pays-là, prend ces décisions-là? Pourquoi pas le Sénégal? Pour moi, le Sénégal doit prendre en compte cette dimension-là par son prisme, par sa vision démocratique. D'accord? C'est un pays qui est respecté à l'international. C'est un pays dans lequel il n'y a jamais eu de tension qui soit arrivée à un certain niveau. Tout s'est réglé toujours par les urnes, tout s'est réglé toujours par la politique, tout s'est réglé toujours par les urnes et pas par les armes. Et donc, ce leadership-là, il est diplomatique, il est économique, il est même idéologique. Le Sénégal doit être, pour moi, le point de départ d'une nouvelle démocratie en Afrique. Parce que, historiquement, fait partie des zones les plus riches sur ces questions-là. Que ce soit, je donnais tout à l'heure l'exemple du régime de Thierno Souleymane Baal. C'est avant la révolution de 1776 aux États-Unis avec le fédéralisme. On parle de la charte de Kouroukan Fouga au Mali. C'est le Mali, mais c'est l'empire du Mali, c'est l'espace sénégambien qui en fait partie. Aujourd'hui, cette partie-là a connu des fulgurances, que ce soit sur des questions écologiques, politiques, la participation des femmes, la participation des jeunes, l'autonomie, l'oisiveté, parce que c'est une question ici qui est essentielle. Et donc, cette partie-là aussi a eu un rôle. Et c'était ça en 1235. C'était bien avant la Révolution américaine. Donc, même idéologiquement, le Sénégal doit pouvoir être le point de départ de quelque chose de nouveau en Afrique. Que ce soit idéologique, que ce soit diplomatique, que ce soit sécuritaire, que ce soit économique. Pour moi, bon, après c'est le Sénégalais qui parle, mais pour moi, c'est un beau pays qu'il faudra qu'il prenne tous les enjeux en compte, toute la dynamique géopolitique en compte, tous ces facteurs qui sont essentiels à sa culture diplomatique, stratégique, économique, pour pouvoir impulser un développement en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas en Afrique. Non, parfaitement. Je pense que je rebondis juste sur ce dont tu as parlé tout à l'heure concernant le Maroc. Moi, j'ai trouvé très sincèrement inacceptable, mais vraiment inacceptable, que l'on puisse laisser que nous baillons Maroc, mon di def ay pour parler, de discuter, bah après bu ñuy am une perspective en fait dëkk yooyu di jël seen i pour mën a dem ci pooru Maroc. Parce que man gëm naa ne te loolu day ramener une question pour moi hyper importante. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de renseignement, le Sénégal a un service de renseignement fort au sein de ces... je sais que le renseignement demande énormément de moyens. Je sais que le renseignement demande, c'est-à-dire de l'instruction. Ça demande énormément d'instruction. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, en termes de renseignement, est-ce que le Sénégal n'a pas failli sur cette question-là, sachant que, à mon avis, nous devions avoir une influence assez intéressante au sein de ces pays-là, jusqu'à ce que nous échapper en tout cas. Ça ne devait pas nous échapper pour que nous une proposition beaucoup plus intéressante que cette proposition-là du Maroc. Et cela me ramène à notre dernière question qui est quel est aujourd'hui c'est-à-dire sur le plan géopolitique, sur le plan des affaires étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal a une bonne politique étrangère? Bonne question. Je réponds à la première question. La force du renseignement se trouve dans son caractère discret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense, à mon humble avis, que le service de renseignement au Sénégal est excellent. Pour moi. Je connais certains, ils se reconnaîtront d'ailleurs, je connais certains qui ont été dans ce domaine-là. Et pour moi, le service de renseignement du Sénégal est excellent. Maintenant, le point d'interrogation pour moi, le moins problématique pour moi, c'est quel usage on en fait. Ok. Parce que ceux qui connaissent le renseignement savent qu'il y a un objectif, il y a un effet final recherché. Quand tu fais du renseignement, quand tu collectes des informations, il y a un effet final recherché. Est-ce que l'effet final, c'est d'observer un opposant politique? Est-ce que l'effet final, c'est de poursuivre un opposant politique? Je comprends. Je lance cette pique-là. Est-ce que c'est pour
surveiller un opposant politique ou est-ce que c'est pour s'inscrire dans une dynamique que Alain Juppé appelle dans une dynamique d'intelligence économique. Parce que le Maroc, pour moi, est un exemple d'intelligence économique. Ils n'ont pas, pour moi, on est dans une logique de qu'est-ce qu'on fait de ces informations. Parfaitement. Les informations, on les a. Parfaitement. Tout le monde les a. Parfaitement. Comment est-ce qu'on se positionne? Pour moi, c'est une problématique d'intelligence économique plutôt qu'une problématique de renseignement. Parce que les renseignements sont bons, on les a, on parvient à capter les informations, que ce soit par les affaires étrangères, on parvient à capter ces informations-là. On fait de la veille sur ces questions-là. Mais quelle décision on prend? Donc, le problème reste et réside encore sur le politique. Sur le politique. Pour moi, il faut inscrire le politique dans une dynamique d'intelligence économique. Je ne sais pas s'ils comprendront, mais je pense qu'ils comprennent parce que j'ai vu dernièrement des prévisions sur un bureau de la prospective et de l'intelligence économique. Mais je pense que c'est sur ces sujets-là qu'il faut que le Sénégal joue son rôle. C'est-à-dire, comment est-ce que je collecte les informations? Ça, c'est bien, c'est déjà fait. Je pense que c'est fait de la manière la plus optimale possible. Mais comment est-ce que je les utilise à des fins de prospective? Comment est-ce que je réfléchis au futur? Comment est-ce que je fais de l'intelligence économique qui est même arrivée à un niveau de guerre économique? Aujourd'hui, sur cette question de positionnement de port, pour moi, c'est une guerre économique qu'on mène avec le Mali, avec le Maroc. C'est une guerre économique qu'il faut mener. Mais le Maroc, pour moi, serait en avance sur cette question d'intelligence économique. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans la recherche sur l'intelligence économique. Parce qu'ils ont des partenariats avec d'autres pays sur cette question-là. Et donc, pour moi, c'est une question éminemment d'intelligence économique plutôt que de renseignement. Parce que, ok, d'accord, tu as les informations, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ce que tu en fais qui fait la valeur de ton information. Une information, elle vient comme ça. Une information, c'est un truc comme ça qui te vient comme ça. Maintenant, elle répond à une question, l'information. L'information va répondre à une question. Parce qu'elle part de ce qu'on appelle une donnée. Donc, l'information va répondre à une question. Mais si l'information est utilisée à des fins d'action, elle devient un renseignement. Et le renseignement va permettre d'aider à la prise de décision, va permettre au Sénégal de faire de l'intelligence économique. Pour moi, c'est un terme important qu'il faut mettre au cœur de l'action politique du Sénégal. Pour moi, le problème n'est pas du rance, c'est de lire, c'est de l'intelligence économique pour moi. Et la dernière question, c'était quoi? C'était par rapport aujourd'hui à la posture. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui, depuis que ce nouveau régime est en place, la posture sénégalaise sur le plan international, c'est-à-dire en termes de politique internationale. Parce que moi, j'essaie peut-être, comparaison n'est pas raison, j'essaie de faire une comparaison avec Abdoulaye Diop qui est au Mali, mais moi, à mon humble avis, Abdoulaye Diop mange notre ministère des Affaires étrangères. À quelle sauce, on ne sait pas. Ce qu'il est intéressant de relever au Sénégal, c'est que d'abord, le Sénégal a une tradition diplomatique qui est extraordinaire. Le Sénégal a des diplomates magnifiques, pour moi. Des diplomates excellents qui ont été formés aux meilleures écoles, qui se font remarquer partout. Cependant, il y a une polémique autour de la tête du ministère des Affaires étrangères, qu'on dit incompétente ou quoi que ce soit. Pour moi, le débat n'est pas là. Pour moi, le débat se trouve parce que la politique étrangère, selon les spécialistes, est définie par le président. Elle est appliquée par le ministre des Affaires étrangères. Donc, pour moi, la politique étrangère du Sénégal devrait prendre ses responsabilités sur plein de points. Je pense que la différence qu'il y a entre Abdoulaye Diop et notre ministre, c'est que les positions et les postures ne sont pas les mêmes. Notre ministre a une large expérience dans le domaine diplomatique qu'on ne crache pas dessus, hein. On ne crache pas sur cette expérience-là. Mais parfois, elle s'invite dans des débats qui ne sont pas les siennes. Je donne l'exemple, qui est le débat de la rumeur. Pour moi, ce qui est inacceptable, de la rumeur de la présentation de l'ancien président du Sénégal au niveau du secrétariat des Nations Unies.
elle n'a pas à en parler. Non. Pour moi, elle n'a pas à en parler. La posture diplomatique aurait voulu de la retenue, du calme, parce que c'est d'humeur. Parfaitement. Si on est en face d'un journaliste qui essaie de nous piquer par rapport à un passé qui est d'autant plus lourd, d'autant plus complexe, la posture du ministre, de notre ministre des Affaires étrangères, aurait été la posture de la retenue, la posture du calme et la posture de la projection du Sénégal sur d'autres débats qui ne sont pas le débat du SG des Nations Unies. Ce n'est pas notre problème pour l'instant. Et donc, pour moi, c'est pas une question de tant de compétences ou d'expérience. Hein. Notre ministre des Affaires étrangères a une expérience qu'on ne patine pas sur cette expérience. Cependant, force est de constater qu'il y a des lacunes. Et ces lacunes-là, en face d'autres ministres des Affaires étrangères, elles se font voir très rapidement. Et donc, la problématique peut-être se trouverait sur la personne en tant que telle. Et ça, c'est un débat qui a été soulevé par beaucoup d'acteurs dans la scène politique sénégalaise, comme quoi elle ne serait pas à sa place au ministère. Mais pour sachant qu'elle ne fait qu'appliquer la vision du président. La vision du président, est-ce qu'aujourd'hui, c'est elle le problème? Complexe. Pour moi, le problème, c'est pour ça que je le dis, le problème se trouve, c'est pas forcément une problématique de c'est elle ou c'est elle. La responsabilité, par contre, incombe au président. Parce que c'est lui qui définit la politique étrangère du Sénégal. Si la politique étrangère du Sénégal n'est pas adéquate à sa vision, il se doit de prendre des décisions par rapport à ça. Mais si aujourd'hui, certains ne sont pas d'accord avec cette politique étrangère, c'est au président de prendre ses responsabilités, pour moi. Mais pour moi, la politique étrangère du Sénégal, jusqu'à ce jour, est une politique étrangère qui doit se faire valoir. C'est-à-dire qui a même changé, pour moi, de posture. Parce que, de façon très scientifique, on va dire, le Sénégal, au lendemain des élections, toujours, on allait vers un président étranger. On allait vers... Mais aujourd'hui, ils ont ressuscité, pour moi, la théorie des cercles concentriques de Senghor, pour dire que, ok, d'accord, on est président, on va voir les gens qui sont proches. La diplomatie du bon voisinage. Pour moi, ça, c'est une application de la doctrine de Senghor. C'est une ressuscitation de la doctrine de Senghor. Et aujourd'hui, pour moi, le Sénégal doit s'inscrire dans cette tradition-là. Point. Je pense pas que le problème se trouve sur une tête ou autre. La politique étrangère, elle se définit sur des centaines d'années. Parfaitement. C'est des centaines d'années. Il faut juste s'inscrire sur la même logique et continuer. Faire des réaménagements, comme la théorie du cercle concentrique, mais cependant, ne pas aller dans ces considérations de choc. La diplomatie, ce n'est pas du choc. C'est on épouse les formes. C'est du puzzle. Il ne faut pas aller vers une dynamique de choc. Mais le problème ne se trouve pas sur les hommes, pour moi. Non, ok, parfaitement. Je pense que ça a été en tout cas très intéressant, surtout concernant cette question-là. Il y a beaucoup de débats. Bon, après il y a beaucoup d'influences politiques. Aussi. Et je pense qu'il était important de donner aujourd'hui cette position et de terminer aussi avec, disons comment en tout cas. Une personne externe voit en fait cette politique étrangère sénégalaise et aussi son rapport par rapport à ces pays-là du Sahel. Donc, je pense qu'on a fait le tour en fait de cette question. C'est vrai qu'on n'a pas eu à approfondir certains sujets. Je pense que ça t'aurait intéressé de plus approfondir et de donner entre guillemets un cours magistral sur toutes ces questions-là. Mais voilà, on essaie quand même de synthétiser et puis en même temps d'essayer d'expliquer et d'éclaircir la lanterne à des gens, à des personnes comme moi, qui ne sont pas entre guillemets dans ce domaine-là, mais qui sont très intéressés par la géopolitique, par l'intelligence économique, par tout ce qui va autour de ça. Et parce que pour moi aussi, ça fait partie des plus grandes puissances de nos pays. Pour moi, ça fait partie des plus grandes puissances de nos pays. Si ce n'est même pas pour l'une des plus grandes en fait d'un pays. Donc, parce que bon, on sait que c'est dans la diplomatie que beaucoup de choses se jouent. Voilà, c'est dans la diplomatie qu'on a vu des Vikings échanger
avec des musulmans, que dans la diplomatie, je donne juste un exemple, hein, la plus grande amitié diplomatique que la France l'a eu avec l'Empire ottoman. Je pense que ça aussi, il y a que la diplomatie qui peut faire ça. Donc, en tout cas, nous te remercions par rapport à ce sujet-là concernant les hommes, c'est-à-dire que la montée en puissance des hommes en kaki au niveau des États du Sahel. Je rappelle que Mohamedou Bachir Diané, on recevait du moins Mohamedou Bachir Diané pour ce sujet-là. Et Khana Bachir nga jox ñu peut-être par rapport peut-être à ce thème-là, hein, peut-être pas à ce thème ou à d'autres, en tout cas nga jox ñu ñetti livres yu nga xamante ne tey dinañ ci mun a en tout cas ñu mel ni man wala ñu mel ni keneen dinañ ci mun a gëstu ah dinañu permettre ñu mun a am lu leer mu si sujet bi wala mu nekk beneen sujet ah livre yoo xamante ne vraiment am nañ benn influence yow ci sa dund am nañ benn influence tey sur en tout cas si kan mooy Mohamed Bachir Diané. bu ñu defee loolu dina xaw a compliqué parce que d'abord li may woo ñëpp war ko def c'est de s'intéresser à tous les autres, de s'intéresser aux livres, quel qu'il soit, parce qu'il permet d'apprendre. Durant toute l'interview, j'ai cherché à placer des sources pour que tout le monde soit dans cette logique-là de chercher la connaissance. Mais des livres qui ont fait Bachir, compliqué. Mais je veux dire des auteurs qui ont fait Bachir. Ok. Je dirais Cheikh Anta Diop, d'abord et avant tout, pour son aspect panafricain pur, clair, pour sa contribution à plein de sujets sur la pensée politique africaine, je dirais Cheikh Anta. Mais tout Cheikh Anta, hein, je ne peux pas choisir, tout Cheikh Anta. Pour aller vers les auteurs plus ou moins occidentaux, je dirais tout seul Alinsky, parce que Alinsky est un partisan du radicalisme, mais pas comme on le voit aujourd'hui, mais on essaiera de découvrir. Peut-être qu'on aura une autre émission où on parlera de ça, mais qui influence un peu ma vision des choses, ma vision du monde sur plein de choses, ne pas accepter l'ordre établi, prendre en compte yenn contexte yi pour pouvoir mieux agir. Mieux agir mooy duma dem toj ay bus, duma dem toj ay cadres, je suis citoyen, j'ai les moyens et les leviers pour pouvoir influer sur des décisions. Difficile question, hein? Parce qu'il faut que je fasse un choix, c'est ça le problème. J'entends Alinsky. Moi, je veux dire toute la littérature musulmane, quoi. Que ce soit Iqbal, que ce soit bon, après ça c'est Bachir, quoi. C'est pas Bachir chercheur, tout ça. Mais toute la littérature musulmane, Iqbal, Ibn Arabi, Ibn Sina, Avicenne, Suleiman Bachir. Il parle en littérature arabe, mais Suleiman Bachir, il faut prendre tout Suleiman Bachir. Je pense qu'il n'y a rien à réfuter de lui. Ouais, question colle, hein. question colle. Ibn Khaldoun, je pense, Ibn Khaldoun aussi. Ouais, question colle. Donc, donne-nous juste, en fait, un livre au moins de Sol Alinsky, un livre de Sol Alinsky. Alinsky a parlé du radical. J'ai oublié le nom. Radical, ça s'appelle Radical. Le nom s'appelle Radical. Parce que, bon, après, on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais Alinsky fait partie de ceux qui ont influencé le professeur Gantz, Manshal Gantz, qui a été derrière la campagne de Barack Obama, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses en termes de politique. Donc, Alinsky, Radical. Cheikh Anta, la base nationale, mais tous les ouvrages politiques derrière, quoi, les questions de fédéralisme, les fondements économiques du fédéralisme en Afrique,
les auteurs panafricains, il y en a beaucoup. Kwame Nkrumah a écrit sur le néocolonialisme, ça aussi, c'est important de s'intéresser à ça. Les auteurs occidentaux, Samuel Huntington a écrit, bon, au-delà des auteurs que je citais aujourd'hui. Donc, disons, pour Cheikh Anta, Nation Nègre et Culture, Saul Alinsky, le radical, et peut-être terminer avec Souleymane Bachir Diagne. Moi, je vais prendre le Sénégalais. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui aussi, qu'est-ce que tu peux donner comme je dirais, comme conseil? Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui comme conseil pour un jeune qui est dans la quête du savoir, qui est en fait, pour nekk daal ci buntu ut xam-xam. Un jeune quel que soit, un jeune africain. Qu'importe. Mais particulièrement africain, sénégalais. Le jeune africain, je vais lui dire de se concentrer sur son pays. La première chose. C'est-à-dire, tous les yeux sont sur ta localité, ton continent. Pose les yeux sur ton continent. Amal gis-gis di xool ak say bët amala ngay xool ak sa xol mais nga xool ak xel maanaam ànd ak sa xel si lii xew si sa dëkk ak lii xew si dëkk yi la wër mais ubbil sa xam-xam aussi si lépp lu xew muy feneen maanaam lii Senghor enracinement et ouverture donc jéemal xam sa bopp man je suis dans cette logique là man je me donne ce conseil là cherche à te connaître toi-même et cherche aussi à connaître le monde. Essaie de découvrir le monde, mais pour mieux servir ton continent. Aujourd'hui, les am solo mooy on a nos sagesses africaines. Il faut s'approcher des personnes les plus âgées. ñi nga xam ne am nañ ci ay xam-xam. On a le livre, il faut aller vers le livre. Il faut beaucoup lire. Il faut vraiment aller à la connaissance. Mais la connaissance, elle se trouve partout, quoi. Il me disait qu'il faut aller jusqu'en Chine pour le faire. Mais je pense que la connaissance, elle se trouve partout. Mais c'est une question de disposition. Il faut être prêt à aller la chercher. Donc, il faut être prêt à faire ces efforts-là, à sacrifier des nuits parfois, mais genre, à faire des sacrifices. Parce que le jeune africain, tu es dans un continent où tout est à ta portée. Voilà. Tout est à ta portée et le monde entier tourne les yeux vers toi. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas attendre que le monde s'impose à toi ou tu vas imposer au monde ta vision de ton continent? C'est ça la grande question par laquelle je vais terminer en remerciant tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax vraiment sur le temps, sur les propos qui ont été donnés et qui étaient justes. Je pense que nit yi mun neen après dem xool sources yi aussi ku ci nekk aussi ak gis-gisam n'hésitez pas à en parler au niveau des commentaires. Et je rappelle encore une fois que c'est un podcast que Khidr a mis en place et que aujourd'hui on ouvre la porte à tout un chacun afin en tout cas de démocratiser disons démocratiser xam-xam c'est-à-dire que ubbil ñëpp pour que vraiment ñu mën a discuter mën a xool na lañ mën a tabaxee Sénégal na lañ mën a tabaxee Afrique donc bu leen fàtte tamit ngeen abonné wu ba pare en même temps ngeen aimé vidéo bi encore une fois daf ñuy permettre à ce que algorithme bi mun ñoo yóbbu ñu mun a nit yu bëri mun cee bénéficier wu n'hésitez pas tamit ngeen jël lien bi di ko envoyer ñeneen ñu nga xam pour permettre leen à ce que ñu mën a comprendre ndax gëm naa ne tey li ñu fi wax nii mooy lépp lu nga xamante ne dafa jëmale ci géopolitique pour man africain yi dañ ci war a yeewu parce que c'est-à-dire que gis bu ma am ak aussi constat bi ma def mooy que africain sénégalais yi en fait amuñu une bonne vision géopolitique wala da leen di dicter une vision géopolitique donc je pense que am na solo ñu jéem a gëstu ci loolu en tout cas encore une fois Bachir ñu ngi lay jaajëfal et puis xam naa ñu dem rek ba beneen yoon incha allah si yeneen podcast si yeneen sujet bu soobee yàlla avec d'autres invités ñu ngi leen jaajëfal jërëjëf. The sun will rise again, a new day will come again, un autre jour, un autre combat.